Hey folks, Guy again here. Have you noticed the title of this episode? I mean, so much creativity from the author. I'm speechless. Well, enjoy the 10th episode of Metacravate with our stars, Elise and Nicholas. Salut, c'est Elise. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 10 de Métacravate, intitulé La crypto décryptée. Épisode 10, ça veut dire que ça fait quand même 10 fois qu'on fait cette vidéo. Qu'est-ce que ça t'inspire, Elise? Eh bien, écoute, puisque tu en parles, le nombre 10 m'inspire quelque chose en particulier, parce que c'est une injustice sociale qui dure depuis très 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 longtemps, par rapport donc aux X-Men, parce que Wolverine, Weapon X, l'arme X en français, tout le monde pense que c'est X la lettre, alors que c'est le nombre 10. Et je pense qu'il faut lui rendre hommage, parce que le pauvre, on a quand même mené des expériences sur lui, on n'est même pas foutu de retenir son nom. Donc historiquement, le projet Arme 10, c'est le 10e de son genre, il y en a eu plein, qui ont fait des recherches sur les hommes, sur les animaux, sur les minorités ethniques. C'est une grosse multinationale, très diversité et inclusion, comme on peut s'y attendre pour une société qui s'est montée dans la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Et du coup, voilà, Wolverine, nous le savons maintenant, c'est l'arme 10. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on est fort aujourd'hui de 9 expériences précédentes qui nous permettent sur ce 10e épisode d'être au top, quoi, finalement, Adamantium, tout ça, quoi. Wolverine, tout à fait. Ok. On a un épisode de niveau Wolverine à célébrer, là. Eh ben, ça me va, on démarre comme ça, et on démarre évidemment toujours avec notre entrée, et je te laisse commencer avec la tienne. Eh bien, en entrée, c'est Circle qui a dévoilé la création de l'Eurocoin, donc qui est un stablecoin basé sur l'euro, sachant que Circle avait déjà créé l'USD Coin, pour lequel donc un USD Coin avait une valeur fixe de 1 $. Et donc voilà, donc c'est passé côté euro. Maintenant, ça y est, nous avons une stable crypto-monnaie. C'est super intéressant parce que malgré le fait que bon, l'actualité est quand même assez morose pour tout ce qui est crypto, NFT, il y a quand même plein de projets. Je vois qu'il y a un engouement qui reste extrêmement fort, donc c'est intéressant de voir qu'il y a toujours des nouveaux projets qui émergent. Et toi, Nico, qu'est-ce que tu as en entrée? Alors tout d'abord, je voudrais juste faire un petit retour sur la vente des NFT de Cannes, dont on a parlé déjà dans 2 épisodes. Et là, on a enfin les résultats, puisque la vente a eu lieu il y a 10 jours à peu près. Et donc le plus cher, le Palais des Festivals, s'est vendu à 64 300 €. Et puis après, on a les autres, alors la Croisette à 57 870 € et tout ce qui est Vieux-Port, le Port Canto, le Port Croisette, etc., à peu près autour des 20 000 €. Donc Pas globalement, très je cher, hein. dirais, ouais, a priori, c'est pas des prix qui sont extrêmes, enfin, qui sont dans le haut du panier de ce qu'on a pu voir dans ce type de vente. Après, ce qui est intéressant, bah, évidemment, ça sera de voir ce qui va être fait de ces NFT dans le métaverse. Sachant que, je le rappelle, la personne qui a acquis ces NFT peut les déployer dans n'importe quel métaverse et y mener des événements et facturer ce qu'elle pourra faire comme activité autour de ces lieux dans le métaverse. Donc si on rajoute le prix du NFT plus le prix d'un terrain, il faudra quand même qu'il y ait un certain nombre d'événements qui soient menés pour que ça soit rentabilisé. En tout cas, il faudra qu'il y ait un petit peu de succès autour. Mais globalement, voilà, c'était intéressant de voir qu'on peut vendre maintenant peut-être, je sais pas, l'Arc de Triomphe, la Tour Montparnasse, pour quelques dizaines de milliers d'euros. Soit moins cher qu'un singe de Degenerate Apes, mais pourquoi pas. Exactement. Exact. Pour le plat, on vous a préparé quelque chose de spécial, quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit pour notre 10e épisode. Nico, Ouais. tu veux en dire plus? Ouais, alors je suis très content. On va accueillir Valentin et on va parler crypto. Valentin, il a une bonne connaissance du modèle. Et c'est vrai que des fois, on en parle de manière un peu légère, un peu rapide. Et là, on va pouvoir aller vraiment dans le détail et comprendre ce qui se passe. Et donc, on accueille Valentin. Valentin, est-ce que tu peux te présenter? Salut à tous, ravi de vous rejoindre pour cette session de Métacravate. Valentin Kozanovic, donc je suis actuellement consultant à Accenture dans la practice banking, donc avec des clients bancaires, et je participe par ailleurs à des groupes de travail autour de la crypto. Donc je suis vraiment un gros passionné de crypto, de NFT particulièrement. Donc voilà, je suis ravi de partager ce moment avec vous. Top, et ça tombe bien parce que c'est vrai qu'on a souvent abordé le sujet avec Élise, de manière assez rapide, souvent, mais on n'a jamais été dans le détail, on n'a jamais expliqué un peu par le menu ce que c'est que la crypto, à quoi ça sert, et cetera, et donc on attend de toi
que tu nous guides dans cet univers-là. Et ma première question, elle sera extrêmement simple. Du coup, c'est quoi la crypto-monnaie? Alors, on va être super générique, hein. Mais la crypto-monnaie, alors c'est une monnaie qui est dite virtuelle déjà, donc c'est finalement quelque chose qu'on ne peut pas toucher comme les billets, les pièces que vous manipulez chaque jour. Donc c'est quelque chose qui est pas vraiment tangible. Mais donc les crypto-monnaies au sens où on l'entend aujourd'hui reposent sur un layer, une technologie qui s'appelle la blockchain. Donc la blockchain, c'est quelque chose d'assez complexe technologiquement, mais en vrai, c'est bon, assez facile à comprendre. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez des plateformes un peu peer-to-peer dans lesquelles voilà, on pouvait s'échanger des fichiers qui étaient sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Oui, oui, Évidemment, des distributions Linux, hein, évidemment, pas autre voilà, chose. évidemment utilisé de Oui. façon légale, hein, absolument pas pour Toujours, regarder toujours la des légalité. films en streaming, toujours dans Ouais, la non, non. légalité. Bon, bah, voilà, la blockchain, pour être très clair, c'est pareil, en mieux un petit peu, mais c'est un petit peu le même système. Donc la blockchain, en fait, chaîne de blocs, hein, si on traduit littéralement, c'est une technologie qui permet, finalement d'échanger des informations et de les stocker, sur une immense base de données dans laquelle, bah, toutes les données sont enregistrées depuis la création de la chaîne. Donc, dans ces caractéristiques, hein, en fait, la blockchain, c'est fondamental pour expliquer ce que c'est la crypto-monnaie. Parce que c'est un petit peu, en fait, la même chose. Les crypto-monnaies, déjà, comme la blockchain dans sa version la plus pure, c'est décentralisé. C'est-à-dire que bah, finalement, ses règles, son émission, son stock, ne sont pas définis par une entité centrale, genre un État, une banque, etc. La deuxième chose, c'est que bah, finalement, encore une fois, dans son état le plus général, la crypto-monnaie, c'est enregistré, en tout cas les transactions sont enregistrées de manière immutable et transparente dans ce qu'on s'est dit, hein, la grosse base de données. Par exemple, Elisabeth, si je te donne là maintenant un bitcoin, ça veut Ah dire non, attends un petit peu. ouais, bah, ce que j'allais dire, ça veut dire que j'ai déjà un bitcoin à te donner, donc je suis très heureux. Mais voilà, deuxième chose, c'est que voilà, cette transaction précise, je pourrais par exemple dans 50 ans la retrouver précisément dans la blockchain. La troisième chose qui est vraiment très intéressante pour expliquer finalement ce qu'est la crypto-monnaie, c'est son aspect sécurisé. Pour être très bref, les transactions sont finalement signées de manière cryptographique, ce qu'on appelle cryptographique, c'est-à-dire qu'elles sont authentifiées, donc les émetteurs, les récepteurs et la transaction en elle-même, via des algorithmes complexes résolus par les ordinateurs de la chaîne en question. Donc voilà, c'est ces éléments-là qui aident à expliquer ce qu'est la crypto-monnaie. Donc on connaît hein, les majeurs que sont Bitcoin, qui a été créé en 2009, et Ethereum en 2015. Mais c'est quand même important, quand même, pour finir, de dire que les briques ont été posées bien avant, aussitôt que 82, avec le projet d'eCash, qui a été suivi par d'autres projets intéressants comme Lashcash et le Eagle. Donc voilà, on n'est pas dans un cours d'histoire aujourd'hui, mais c'est intéressant de savoir, pour savoir où on va, de savoir d'où l'on vient, et ça s'applique aussi aux cryptos. Et alors du coup, question numéro 2, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Vaste question. Heu, on va la répondre de façon assez simple. Finalement, je pense qu'il y a 2 utilisations majeures. La première, c'est l'utilisation comme réserve de valeur. Donc on va se dire, pour faire un parallèle comme, l'or, on va se dire: «OK, je stocke des cryptomonnaies parce que je pense qu'au pire, sa valeur va rester, à peu près la même et au mieux, elle va augmenter et l'asset est assez liquide pour que finalement, quand j'en ai besoin, je puisse puiser dedans, un petit peu comme l'or». C'est le projet notamment, je parlais d'eGold, qui a été initié par sa communauté et finalement concrétisé par le Bitcoin, qui est considéré comme la réserve de valeur crypto. La deuxième utilisation, évidemment la plus mainstream, c'est l'achat de biens et services. Donc on parle de biens et services évidemment virtuels, mais aussi réels. Je prends l'exemple de plus en plus de cartes bancaires qui permettent d'acheter finalement ta baguette au boulanger avec des crypto-monnaies. Donc c'est vraiment cette utilisation en tant que moyen d'échange et aussi moyen de rémunération hein, pour les individus qui participent au maintien de cette blockchain, de cet écosystème de crypto-monnaies. Alors justement, moi ce que je vois aujourd'hui dans les news, c'est quand même pas très rassurant, on va dire, dans l'usage de la crypto. Qu'est-ce qui se passe concrètement, en ce moment sur le marché de la crypto?
Alors, je me replace en décembre, puis même janvier-février de cette année. C'était pump it up, vraiment la crypto, c'est génial. On atteignait des niveaux jamais vus auparavant. Les plus grands spécialistes disaient voilà, ça va continuer à grimper. Bon, comme tu dis, force est de constater qu'on n'est pas dans le même mood maintenant. Et c'est expliqué par plusieurs facteurs. Alors, le premier déclencheur, c'est finalement l'économie réelle. Donc, on a toutes ces situations économiques avec l'inflation et géopolitiques avec les conflits qu'on connaît, qui ont fait que, notamment la Fed, donc la Banque centrale américaine, a décidé de relever ses taux directeurs. Donc là annoncé et là concrétisé par la suite, ce qui a causé finalement un petit vent de panique dans le sens où évidemment les investisseurs veulent dérisquer le plus possible leurs investissements et commencent finalement par couper le plus risqué, ce qui est les crypto-monnaies. Donc ça a commencé un petit peu à fracturer l'écosystème. La deuxième chose, c'est finalement la réflexion de plusieurs États sur la consommation énergétique des cryptos. Et justement de l'aspect validation des transactions, comme je vous disais, par ordinateur, parce qu'il y a certains, ce qu'on appelle les mining farms, certaines infrastructures qui consomment plus que des pays en termes d'énergie. Donc, c'est un vrai souci. Et donc, certains pays, finalement, réfléchissent sur l'idée de complètement bannir cette pratique, ce qui serait incompatible avec pas mal de crypto-monnaies. Mais je dirais ce qui a vraiment provoqué le gros toboggan qu'on voit actuellement, c'est une attaque informatique coordonnée sur un des écosystèmes qui est le plus connu dans la crypto, qui s'appelle l'écosystème Terra Luna. Et notamment, finalement, une grosse descente d'une stablecoin qui s'appelle donc l'US Terra. Pour résumer très rapidement une stablecoin, en gros, c'est une monnaie dont on se dit elle va garder une valeur égale à une monnaie qui est dite fiduciaire, donc par exemple là, le dollar. Donc on se dit qu'un Terra doit être égal à 1 dollar. Et là, pour le coup, après cette attaque, l'US Terra valait 10 centimes de dollars. Donc, pour vous dire que voilà, l'écosystème a été un peu chamboulé parce que finalement, on ne s'imaginait pas qu'une telle chose serait possible, ce qui a causé finalement un gros vent de panique, un exode massif des investisseurs de crypto-monnaies et donc le toboggan qu'on voit aujourd'hui. Super. Écoute, dernière question, du coup, quel est le lien entre les NFT, dont on entend aussi beaucoup parler, et la crypto? Alors, les NFT reposent finalement sur les principes de crypto et les principes de ce qu'on appelle la fongibilité. Donc, les NFT, pour déplier un peu l'acronyme, qui fait un peu classe, un peu cool, c'est Non-Fungible Token. Donc, qu'est-ce qu'un token fungible? Fungible, ça veut dire finalement qu'on peut échanger ce bien en tout cas cet asset contre quelque chose de même valeur. Par exemple, 1 euro, c'est fungible, dans le sens où je peux échanger 1 euro contre 1 euro, ça aura la même valeur. Un bitcoin, si on a l'extension crypto, c'est fungible, parce qu'un bitcoin est égal à un bitcoin. Un token non fungible, finalement, c'est un jeton qui n'aura pas la même valeur que son homologue le plus proche, même si dans le même groupe. Par exemple, un Dracofeu, si on prend Pokémon, un Dracofeu n'aura pas la même valeur qu'un Magikarp. Mais donc, finalement unique, non fongible et possible via l'utilisation de la technologie blockchain. Et c'est là où NFT et crypto sont liés. De se dire qu'on peut authentifier de manière sécurisée, transparente et immutable, finalement, l'authenticité, l'unicité d'un token. Donc, on peut se dire de façon certaine, ce token, il provient de X, donc de telle collection, par exemple, et il est unique dans ses caractéristiques. Et donc, voilà, les NFT, finalement, ça permet, en très résumé, de créer ce qu'on appelle la rareté digitale. Donc, les NFT sont super connus pour leur utilisation dans l'art, que ce soit dans des œuvres uniques. Je pense à, par exemple, des artistes comme Xcopy, Beeple, qui ont fait l'objet de plusieurs expositions chez Christie's et d'autres grosses institutions, ou des œuvres plus communautaires. Et là, je pense aux plus historiques que sont le Bored Ape Yacht Club et les CryptoPunks. Donc, finalement, ces images digitales, elles sont utilisées, je dirais, à plusieurs fins. La première, c'est leur aspect esthétique. Donc là, on parle notamment justement des œuvres vraiment uniques que je mentionnais au début. La deuxième chose, c'est l'aspect sociologique, d'appartenance, qui est vraiment fort. Finalement, cette appartenance de communauté, par exemple, quand tu possèdes une Rolex,
tu fais partie de cette communauté de gens qui peuvent dire: «OK, j'ai une Rolex, je fais partie d'un groupe exclusif». Et ben les Bored Ape, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu fais partie d'une communauté un peu exclusive qui t'amène à un certain statut social. Donc cet Mmh. aspect sociologique est vraiment pas à négliger, parce qu'il est très important dans le monde des NFT. Et la troisième chose, c'est l'aspect utilitaire, parce que bien souvent, les NFT sont accompagnés finalement d'utilité, de promesses d'utilité, donc l'accès à des événements, des services, des biens, etc. Donc évidemment, ça revient, ça sous-entend finalement de l'investissement dans des startups, en fait, des startups naissantes, en espérant que l'utilité promise va arriver à ses fins et qu'on aura ce qui est attendu. Mais voilà, donc les NFT, très connus dans le monde de l'art, évidemment, c'est une technologie. Donc, on peut imaginer des dépassements de ce carcan qui est l'art, par exemple avec des entreprises comme Nike qui authentifient avec leur technologie qui s'appelle CryptoKicks des chaussures pour dire cette chaussure, ce n'est pas une contrefaçon, c'est une vraie Nike. Mmh. C'est une utilisation très intéressante et très recherchée dans le monde du luxe, par exemple. Et voilà, donc d'autres utilités dans le monde financier, etc. Donc, c'est juste pour dire que, OK, quand on pense NFT, on pense image, mais c'est vraiment une technologie qui peut aller et qui doit aller plus loin. Merci beaucoup pour cet échange. Je pense que ça nous permet d'y voir beaucoup plus clair, de mieux comprendre, les phénomènes auxquels on fait face aujourd'hui et qui vont être une des bases, en tout cas une des promesses du métaverse, du web 3.0. Mais Bah vraiment merci Valentin pour cet échange et puis pour ton investissement dans en tout cas dans le fait d'essayer de nous faire comprendre à nous ce que c'est les cryptos et les NFT. Merci à vous deux. J'ai essayé d'expliquer de façon assez simple. Donc voilà, j'espère que tout le monde aura un peu compris ce qu'est l'écosystème crypto. Et en tout cas, avec plaisir pour revenir dans un prochain Métacravate. Ils nous le diront dans les commentaires, j'en suis persuadé. Et voilà. Mais dites-le dans les Merci commentaires. beaucoup Valentin. Merci. Ciao. Salut! Eh bien, il est temps de passer au dessert. Élise, qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine? Alors moi, en dessert, j'ai une invitation pour vous, une invitation de la part de Metaverse GT, qui est donc un métaverse français. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à l'essayer, hein. C'est très facile, vous tapez Metaverse GT. Et vous allez tomber dessus. La particularité, je trouve, de ce métavers, qui le rend particulièrement intéressant en tout cas, c'est que il n'y a pas de client lourd, c'est un site web. Donc vous vous connectez, vous avez un temps de réponse assez rapide en plus, et vous arrivez dans un univers où l'avatar est entier avec tous ses morceaux. Il y a des jambes, il a des bras, il a des mains, et ça c'est assez rare aussi. Mmh. Et en plus, dans un monde assez coloré, façon jeu vidéo. Donc moi j'aime bien, faites-y un tour. L'invitation à leur keynote, donc je vous la mettrai en lien sur LinkedIn, c'est le 6 juillet 2022 à 19h. Donc vous aurez tout le programme qui sera pareil dans le lien. Jetez-y un œil, allez faire un tour, inscrivez-vous. C'est rapide et je pense que ça peut vraiment valoir le coup. Et c'est français et donc ça, c'est cool et ça me permet de faire une bonne introduction avec mon dessert, donc qui est aussi une boîte française, on va rester dans le coq, avec une boîte qui s'appelle, Lynx, je sais même plus comment on prononce et qui a développé un casque C'est de réalité français, virtuelle. Lynx. Ouais, Lynx, du coup, ouais, j'imagine. Après, tu sais, il y a plein de boîtes qui aiment bien aussi qu'on prononce à l'anglaise, ça fait plus international. Bon, bref. Du coup, cette boîte, alors ça fait quelque temps que je la suis en fait, les premiers reportages que j'avais pu voir, m'avaient pas forcément, donné un aperçu très complet de leurs produits et là, il y a un nouveau reportage qui a été publié par Numérama il y a quelques jours, donc je vous mettrai aussi le lien et je vous invite à regarder ce qu'ils font. Parce qu'on parle souvent, des GAFAM, de leur force de frappe et de ce qu'ils investissent dans le métaverse en termes de production matérielle avec Meta, avec, Apple qu'on attend et cetera, même Microsoft avec HoloLens et il y a quand même des boîtes françaises qui, innovent dans la partie matérielle et ils ont des choses qui sont très, très intéressantes. Ils ont, un réel savoir-faire, il y a, une bonne équipe, je trouve. Donc c'est intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe, peut-être aussi d'acheter leurs produits, hein, si c'est possible et de faire les quelques expériences, et de nous les partager. En tout cas, moi, voilà, je vais suivre beaucoup plus attentivement, cette société, voir ce qu'ils produisent et ce que leur casque peut donner, dans un usage plus, courant. OK, merci Nico pour cette info et on vous souhaite à tous une super semaine. On se revoit bientôt. Pour l'épisode 11 du coup, hein et on connaît déjà le contenu, évidemment, tout est préparé. On vous partagera ça, ou pas. Salut! Ciao!
que sinon ça s'ouvrira jamais. Je vais fermer Teams aussi. Tu vas fermer Teams? Bon, c'était peut-être pas la meilleure idée.